Et pour cette deuxième séquence, on revient donc sur la COP26. COP26, quel bilan pour l'Afrique? Et pour en parler, j'accueille Patrick Dupout. Patrick Dupout, directeur Afrique au Boston Consulting Group. Bonjour. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Dupout, vous êtes ingénieur ponts et chaussées. Vous débutez votre carrière à la Banque mondiale en Afrique, donc en 1994. En 2000, vous intégrez le BCG. Et en 2009, vous créez le bureau de Casablanca, devenant le premier employé du BCG en Afrique. Et vous êtes nommé en 2017 directeur Afrique du BCG. Alors nous allons donc évoquer la question donc de la COP26 dont le BCG est partenaire. Mais avant cela, j'aimerais vous proposer de poser concrètement les 3 grands enjeux du dérèglement climatique en Afrique. Alors, pour l'Afrique, les enjeux du réchauffement climatique, donc effectivement, on en voit 3. Alors le premier, parce que, comme vous le savez probablement, l'Afrique n'émet que 3% des gaz à effet de serre, donc est une cause mineure du réchauffement climatique. En revanche, l'Afrique sera le continent et de loin le plus impacté par le réchauffement climatique. C'est déjà aujourd'hui le cas, puisque l'augmentation moyenne de température en Afrique est de 1,5 degré alors qu'elle est 1,1 au niveau mondial. Et ça sera de plus en plus le cas, avec des conséquences qui pourraient être dramatiques, tant sur le plan humanitaire que sur le plan du développement économique. Donc le premier enjeu de l'Afrique, du réchauffement climatique, le premier, ce qui n'est pas forcément celui auquel on pense en premier, c'est l'adaptation. L'adaptation à un changement climatique qui a déjà démarré et qui a déjà des causes extrêmement graves pour le continent. Et cette adaptation va nécessiter des dizaines de milliards de dollars d'investissement, notamment pour adapter l'agriculture africaine, pour qu'elle puisse faire face à des situations de sécheresse plus fréquentes et extrêmes, ou alors parfois des inondations. Donc il faut des dizaines de milliards d'investissements dans l'agriculture, dans la protection des zones côtières. Il faut savoir qu'une ville comme Lagos est construite sur une lagune et que donc le moindre élévation du niveau de la mer a des conséquences dramatiques pour des millions d'habitants. Protection aussi de zones dans lesquelles on va avoir des températures extrêmes, protection contre les inondations. Donc premier enjeu, l'adaptation au changement climatique et les milliards de dollars d'investissement nécessaires. Le deuxième enjeu, un peu comme partout dans le monde, même si l'Afrique n'émet que 3 à 4% des émissions mondiales, il faut s'assurer que le développement économique de l'Afrique ne s'accompagne pas d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'Afrique va devoir trouver des modèles de développement économique et énergétique, notamment low carbone, c'est-à-dire aller directement vers les énergies renouvelables pour ne pas avoir à d'abord faire des centrales à charbon, puis ensuite passer aux renouvelables. Et le troisième enjeu, c'est que cette révolution verte, elle va créer des millions d'emplois, il va y avoir des grosses sommes en jeu, et donc il faut que l'Afrique puisse créer des emplois verts en millions pour nourrir sa jeune population. Alors on le voit, les enjeux sont cruciaux. On va notamment parler dans le cadre du forum à la fois des problématiques de financement, des problématiques d'agriculture, évidemment, qui sont très importantes, mais également d'emploi et d'énergie renouvelable. Au regard de ces enjeux, quel regard portez-vous sur les conclusions de l'accord de Glasgow ? Alors, suite à l'accord de Glasgow, je dirais qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'était plutôt pas mal, d'autres qui pensent que c'était une catastrophe. On a vu juste avant, dans la séquence d'avant. Exactement, on a vu des points de vue finalement assez divers. Alors, du côté positif, il y a quand même un certain nombre de points positifs. Le premier, c'est qu'il y a une reconnaissance du besoin d'investir dans l'adaptation. Et donc, il y a une promesse de doubler les dépenses d'adaptation dans les prochaines années. Donc ça, c'est déjà positif, avec un engagement assez fort autour de l'adaptation. Deuxième point, alors est-ce que c'est positif ? La promesse des 100 milliards de dollars des pays du Nord pour aider les pays du Sud, à la fois dans l'adaptation et dans la transition climatique et transition énergétique, a été réitérée. Si elle a été réitérée, c'est qu'elle n'a pas été tenue. Voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, de toute façon, malheureusement, c'était pas le cas, puisque depuis que en fait, les États-Unis sont sortis, et depuis qu'en gros, le président Trump a claqué la porte, on était loin des 100 milliards. Parce que les États-Unis étaient un gros contributeur, et donc forcément, on était assez loin des 100 milliards. Donc là, on a remis les 100 milliards par an
sur la table, une promesse qui serait tenue en 2023. Alors on dit pourquoi pas en 2022, mais enfin déjà en 2023 c'est pas mal. Et donc, bon, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide, mais il y a quand même du positif dans le fait qu'il y a un engagement probablement insuffisant, mais qui n'est pas négligeable. Il y a eu un certain nombre d'avancées quand même s'ils ne sont pas complètement committing, comme disent les Anglais, sur le charbon, sur le méthane. Il y a eu aussi beaucoup d'engagements individuels de pays qui sont engagés donc, et qui nous remettent sur une trajectoire proche de 2 degrés, alors qu'on était parti plutôt pour du 2,7 à 3 degrés. Donc il y a du plus, il y a du moins. Un aspect négatif, c'est que les négociateurs africains ont mis sur la table le sujet des préjudices et que celui-là, pour l'instant, il y a une promesse de l'étudier avec une petite facilité pour commencer à étudier la question. Mais voilà, les loss and damage. Mais à ce stade, effectivement, les États-Unis et l'Europe, en fait, sont très réticents parce que ça pourrait mener à une judiciarisation de la question climatique. Donc il y a des avancées, il y a encore beaucoup à faire. Alors, il y a quand même une des bonnes nouvelles aussi de la COP, mais qui est venue de l'Afrique elle-même, c'est un pays comme l'Afrique du Sud. D'ailleurs, le Nigeria aussi a montré des commitments importants, mais surtout l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, c'est intéressant parce que c'était vraiment le mauvais élève du climat. Une économie complètement charbon, le site industriel le plus émetteur de gaz à effet de serre au monde, près de Johannesburg, puisqu'il transforme du charbon en essence. Ça, c'est un héritage de l'apartheid. Et donc, une économie 100% charbon, hyper pollueur. À lui seul, l'Afrique du Sud, à elle seule, c'est la moitié des émissions du continent. Et bien, même ce pays, qui est pourtant en crise économique et sociale, s'est engagé sur la réduction de 30% de ses émissions en 2030 et net zéro en 2050. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en montrant un plan très clair, très détaillé, crédible, l'Afrique du Sud a obtenu 8,5 milliards de dollars de financement dans les 3 prochaines années. Donc c'est beaucoup d'argent de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Union européenne et des États-Unis. Et donc il y a aussi eu des bonnes nouvelles qui sont venues de l'Afrique, puisque l'engagement de l'Afrique du Sud a été souligné comme une des réussites de la COP26. Très bien, merci. Alors justement, en fait, vous conseillez un certain nombre de gouvernements en matière de transition climatique. Est-ce qu'il y a vraiment une conscience, au-delà du cas de l'Afrique du Sud, de l'urgence de la situation ? Alors oui, moi je pense que les pays africains sont hyper conscients de l'urgence de la situation, à la fois des besoins d'adaptation, des conséquences dramatiques, ils le vivent au quotidien, et des besoins d'investir. Donc la question n'est pas tellement la conscience, je pense que la question c'est de bien se préparer. Et la COP27 va avoir lieu en Afrique. Exactement, j'allais y venir, donc en Égypte, tout à fait. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut en attendre justement ? Eh bien justement, je pense que c'est une occasion pour les pays africains d'obtenir une partie de ce qu'ils n'ont pas obtenu à Glasgow. Ayant lieu en Afrique, il y aura un focus assez important sur l'Afrique et donc sur les thèmes importants pour l'Afrique, l'adaptation, l'eau, probablement aussi les sujets le lien avec la biodiversité, la finance climat et donc peut-être aussi le sujet des loss and damage. Et donc les pays africains doivent se préparer. Et l'expérience de Glasgow et notamment ce qu'a fait l'Afrique du Sud, ça montre que quand on est bien préparé, on a plus de chances en fait, d'obtenir ce qu'on veut. Le sujet des financements de la transition énergétique et du financement de l'adaptation, c'est plus facile d'aller demander des financements si vous avez un plan clair, un plan national clair, précis, que ce soit sur le plan de la transition énergétique, donc demander voilà les investissements prévus dans les énergies renouvelables, voilà combien ça nous coûte, et dans l'adaptation. Voilà tous les investissements que nous allons devoir faire, voilà combien ça nous coûte. Et donc je pense que les pays africains ont 1 an pour se préparer, chacun individuellement, sur l'exemple de l'Afrique du Sud, sur leur plan d'adaptation et leur plan de transition énergétique. Définir une stratégie, quoi. De façon Définir une stratégie, plus qu'une stratégie, un plan détaillé avec des investissements dans les 3 premières années, dans les années suivantes, un plan de transition, un plan d'adaptation, parce qu'on ne peut... Enfin, on dit souvent que dans un monde noyé sous les informations inutiles, le pouvoir, c'est la clarté. Et je pense que ce qu'a montré l'Afrique du Sud, c'est que le pouvoir, c'était la clarté. Un plan clair permet d'obtenir des financements.
Tout à fait. Donc vous dites que la COP27 va être un moment très important en fait pour l'Afrique. Un dernier mot, Patrick Dupout. Le BCG vient de publier récemment donc une étude sur une conséquence méconnue du dérèglement climatique, à savoir les femmes qui risquent d'être exclues dans les années à venir des milliers d'emplois que justement va créer cette économie verte et qu'aujourd'hui elles subissent énormément les effets du dérèglement climatique. Alors effectivement, quand on regarde ce que ça veut dire le dérèglement et le réchauffement climatique en Afrique, ça veut dire plus de sécheresse, moins d'accès à l'eau, ça veut dire aussi des conséquences sur la santé des enfants, ça veut dire aussi des conséquences sur le foyer. Et en fait, qui sont aux premières loges de ces problématiques? Ce sont les femmes. Et donc le risque du réchauffement climatique, il a été démontré par plusieurs études qu'il est proportionnellement plus élevé, plus important chez les femmes, de la même façon que d'ailleurs la crise Covid a montré que les femmes étaient les plus impactées. Bon. Or, et c'est ce qu'on a voulu attirer, l'attention qu'on a voulu attirer sur l'étude, c'est que les métiers verts, notamment les métiers autour des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ce sont des métiers très techniques, des métiers d'ingénieurs, et qui vont notamment nécessiter des investissements de ce qu'on appelle le reskilling d'un certain nombre de métiers actuels qui sont amenés à disparaître et remplacés par ces métiers. Or, dans ces métiers, on observe une sous-représentation des femmes, et donc il n'y a pas de fatalité. On peut certainement proactivement investir pour que les femmes puissent bénéficier de ces métiers, puissent bénéficier aussi des aides aux entrepreneurs verts, afin que les femmes ne soient pas doublement pénalisées, à la fois par le réchauffement climatique, mais aussi par les actions climat. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en Afrique, comme partout dans le monde, les femmes sont quand même relativement exclues de la tech, en tout cas peu présentes comparativement aux jeunes garçons. Mais en revanche, vous savez que sur le continent africain, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. C'est quand même la spécificité du continent africain. Est-ce qu'on peut imaginer que dans ce domaine donc, de tout ce qui est donc, vert, les femmes pourraient quand même prendre un rôle, notamment au travers de l'entrepreneuriat ? Oui, alors absolument. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire cette étude pour attirer l'attention de si on ne fait rien, voilà les conséquences. En revanche, voilà, on pense qu'il y a une opportunité, au contraire, pour utiliser les actions climat comme un vecteur d'intégration et de empowerment, comme on dit, des femmes. Nous, on est convaincus que le développement en Afrique passera essentiellement par l'égalité ou en tout cas le développement des femmes et leur accès aux opportunités économiques et sociales. C'est démontré dans à peu près tous les pays qu'il y a une corrélation assez forte en fait entre l'accès aux femmes aux emplois et le développement économique et social. On pense que c'est vraiment un enjeu très important pour le continent. Sachant qu'elles sont surtout présentes dans le secteur informel. Absolument. Et donc, les emplois verts, les startups green, c'est une opportunité, au contraire, de leur donner accès à ces emplois formels. Mais surtout, c'est pas seulement pour une problématique d'égalité, c'est aussi pour une problématique d'efficacité économique et environnementale. Très bien, merci beaucoup Patrick Dupout. Je rappelle que vous êtes directeur Afrique au Boston Consulting Group et on passe tout de suite à la prochaine séquence sur la transformation verte dans les industries. À tout de suite.